Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Tailgate, le podcast de 100% NFL des équipes de The Playoff, 13e semaine et 13e débriefing de ce mardi matin. On publie le podcast de plus en plus tôt maintenant. Si vous êtes, si vous aimez, si vous travaillez la nuit, par exemple, vous avez le podcast, je crois, je le publie vers minuit 15 ou minuit 30 le mardi. Donc vous pouvez même des fois l'écouter avant même le match du lundi soir, du mardi matin, lundi soir, enfin le Monday Night Football. Les amis, 13e semaine de compétition, 13e débriefing, je le disais, avec les matchs de Thanksgiving à revoir, notamment. On va parler des Bears, on va parler des Packers, on va parler des Lions, on va parler des Ravens, on va parler des Bengals, des Colts, des Texans, des Panthers, des Rams, ça c'était dimanche. Bref, un programme pas piqué des hannetons, comme dirait mon Vince. Salut Vince, comment tu vas ? Salut à tous, salut à toutes. Ça va très bien. Un gros week-end de NFL avec le Thanksgiving. On sait que c'est toujours très particulier. Beaucoup de choses qui se sont déjà passées tôt dans la semaine, jeudi, vendredi. C'était en plus des belles affiches. Il y a eu des belles choses. Et hier soir, on a vu, pour moi, on va en reparler plus tard dans ce podcast, mais potentiellement deux des plus belles actions, voire des plus belles réceptions de la saison, qui se sont déroulées le même soir. C'était du hurrah football, c'était magique. Et puis 13, on pourrait dire que c'est un chiffre porte-malheur. Là, en l'occurrence, c'est un chiffre porte-bonheur parce qu'on n'est pas complet. Et c'est pour le bien de nos auditeurs, c'est parfait Ah, ça. j'allais y venir. Mon Seb est avec nous. Salut mon Seb, comment ça va ? Salut Flav, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir à tous. Eh ben dis donc Flav, bientôt tu vas publier le podcast avant même qu'on ait fini de l'enregistrer. Alors ce jour-là, ce sera magique, on aura défié les lois du temps Ça s'appelle et le de live. l'espace et de la physique quantique, c'est incroyable. Redevenons sérieux, 13e semaine. Alors là les enfants, ça commence à chauffer, ça commence à parler playoffs, ça commence à parler first seed, 7e seed, tout ça. Ça va commencer à se bagarrer pour accrocher une place. On a des first seeds temporaires qui sont surprenants à l'issue de cette 13e semaine. On va parler d'eux, on va parler de tout ça. On a eu de très beaux matchs encore ce dimanche. Et bien sûr, mes 49ers chéris ont gagné et ont contribué à exposer cette fraude, donc qui est Shedeur Sanders, n'est-ce pas ? Vous aurez tous compris que c'est ma nouvelle croisade. Non, après, il a fait un match qui n'était pas indigne. Il faut rendre à César ce qui était à César. Autant vous divulgacher tout de suite la suite de l'émission. Les Saints se sont officiellement éliminés de cette. Non. Si. Oh, j'en ai les bras m'en tombent. Oui. Et c'est fou aussi, mais les Titans également. Mais on a réussi à le faire une semaine après les Giants, ce qui serait déjà plutôt pas mal. Mais voilà. De ce qu'on peut, C'est vrai que si on fait un point là-dessus, cette semaine, il y en a quatre équipes sont tombées définitivement. Ouais. Saints, Tombées au combat. Cardinals, Et on s'y Titans. attendait pas. Hein. Ouais, c'est fou. Ah oui, non, c'était des équipes qu'on prévoyait pourtant être en play-off, et quoi, comme quoi, hein, tout arrive en NFL. Bien évidemment, vous aurez compris l'ironie, hein, pour ceux qui saisissent pas l'ironie, c'est très ironique. Notre Yaya n'est pas là ce soir, il est retenu par d'autres obligations, il est en train de prier devant la statue d'Eli Manning, puisque les Giants vont jouer les Patriots dans la nuit de lundi à mardi. Ça n'est pas sans lui rappeler des souvenirs, et forcément, il y a quelques heures où il doit se préparer mentalement à affronter les Patriots. Ça lui rappelle sa jeunesse. Et donc, il n'a pas pu être avec nous, mais il reviendra dès le podcast de la mi-semaine où on parlera des first seeds. De quoi ? Pourquoi tu me dis non ? Non, il ne revient pas ? Il revient ? Bah, normalement, il revient, oui. Ah, bon, écoute. C'est que temporaire alors. Ouais, logiquement, il est censé revenir. Enfin, moi, de ce que j'en sais. Et on parlera des first seeds au milieu de la semaine, après le first pick la semaine dernière. On va faire le tour sur les first seeds. Et là, il y a de quoi dire parce que la lutte s'annonce plutôt acharnée. Alors, on revient sur les matchs de Thanksgiving et du Black Friday en commençant par les Bears de Chicago. Les Bears de Chicago qui faisaient face à un véritable test, un test grandeur nature. On en avait parlé pendant le podcast qu'on avait fait sur les Bears, justement, il y a 2 semaines de cela. On avait dit l'enchaînement Pittsburgh,
Eagles peut donner des indications sur ce qu'on peut attendre des Bears d'ici la fin de saison. Vince, j'ai presque envie de dire, je crois qu'on a la réponse. On a la réponse et en plus on l'a de manière vraiment claire et précise puisque ils ont montré de très 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 bonnes choses sur ces 2 matchs. Le match de vendredi sur lequel on va se focaliser était un match très attendu dans le froid de Philadelphie puisqu'il commence à faire vraiment froid dans cette partie des États-Unis. On l'a vu notamment hier aussi avec le match des Broncos qui se déplaçaient chez les Commanders. Mais ce match a été vraiment particulier et c'est vraiment une grosse pièce dans la saison des Bears parce que je pense pas que beaucoup aient misé sur eux lors de ce match-là. Oui, ils avaient une grande forme, ils avaient beaucoup d'ambition vis-à-vis de ce qui se passait, et puis ils étaient en connaissance du match de la veille avec la victoire de Green Bay. Donc forcément, il fallait essayer d'enfoncer le clou et de continuer de régner en maître sur cette division. On va en parler un peu plus tard. Mais l'ogre Philadelphia Eagles faisait face, et c'est vrai que les Eagles arrivaient avec seulement 2 défaites, une à domicile contre les Broncos et une chez les New York Giants. Non, 3 défaites, pardon. Ils en avaient 3 de défaites en tout. Je ne sais plus où ils en ont perdu une autre, je suis désolé. Je ne l'ai plus. Et donc ces Eagles arrivaient et Caleb Williams allait passer un sérieux test face à cette défense que l'on sait assez coriace et âpre. Et Caleb Williams en est sorti. Alors c'était mi-figue mi-raisin, il faut bien le reconnaître. Mais par contre, ce qui a sauvé les Bears, c'est le jeu au sol. Le jeu au sol a été simplement dévastateur. Ils finissent avec 281 yards. 2 running backs qui finissent à plus de 125 yards. On a Kyle Monangai. Je me suis lancé. Moi, je me suis lancé. Comme on dit, les cons, ça ose tout, c'est à ça qu'on les reconnaît. Voilà. Mais moi, j'ose. Donc, d'André Swift qui fait aussi 125 yards sur 18 portées. Je ferai pas la moyenne parce que sinon vous allez encore vous foutre de moi et ça commence. Alors moi je vais la faire, ça fait en course pour tous les running backs, c'est 6 yards par course. Voilà, 6 yards de moyenne. On a un first down. 6 yards de moyenne par course, c'est simplement monstrueux. La plus longue des courses, c'est 31 yards. C'est pas non plus une course de 95 qui vient faire exploser complètement tout. Hein. Donc on se rend bien compte que sur 47 runs, 47 jeux de course, on a 281 yards de bénéfices. C'est vraiment énorme. La défense des Eagles a littéralement explosé. Et ce qui fait la grosse différence, c'est que justement, dans le sens inverse, Saquon Barkley, 13 portées, 56 yards seulement. On se retrouve avec 87 yards en ajoutant les 31 yards de Jalen Hurts. C'est vraiment pas assez. Alors, on reconnaît vraiment la patte Ben Johnson dans ce coaching staff des Bears, mais alors la défense a fait un travail fantastique, monstrueux. Ils ont su limiter vraiment Saquon Barkley. Ils ont su limiter un petit peu moins A.J. Brown qui a réussi par quelques éclairs de lucidité et quelques éclats à franchir beaucoup et à casser beaucoup de claquages. Mais derrière, c'était vraiment faiblard du côté des Eagles. Ils ont vraiment dominé de la tête et des épaules cette équipe. Surtout en défense, j'ai trouvé. Il faut dire, et on dit souvent, Seb, qu'il y a 2 choses importantes. Il y a la bataille des turnovers pour gagner un match, et il y a souvent la possession de balle. La possession de balle, ce vendredi, c'était 40 minutes quasiment, 39 minutes 18 pour être précis, pour les Bears, et 20 minutes 42 pour les Eagles, ce qui veut dire qu'ils ont eu le ballon quasiment 2 fois plus que les Eagles. Alors, je vais vous faire les chiffres très très rapidement parce que Seb va nous les détailler, je pense, mais 85 jeux pour les Bears contre 51 pour les Eagles, 425 yards contre 317, et Vince en a parlé, en rushing yard, 281 contre 87, avec un très joli 10 sur 17 en 3e tentative notamment. Bref, les Bears ont complètement contrôlé le match, et c'est peut-être ça le plus surprenant, c'est que c'est pas une victoire étriquée, prise bizarrement sur un pick six à la dernière seconde, machin tout. C'est une vraie victoire maîtrisée des Bears.
juste avant que Seb ne parle, la stat dans le troisième quart-temps, les Eagles ne touchent la balle que 1 minute 31. Ils Ça ont la fait possession de la balle 1 minute 31 dans le troisième quart-temps. Voilà. Tous ces chiffres-là que vous avez annoncés, mes chers et éminents collègues, c'est la conséquence de ce jeu au sol que tu as évoqué, hein, Vince, qui a pris particulièrement qui a pris énormément de volume du côté de Chicago, donc énormément de temps. Le jeu au sol, c'est plus lent, hein, ça je ne l'apprendrai à personne, et ça a aussi eu pour bénéfice de considérablement alléger la pression sur les épaules de Caleb Williams. Comme tu le disais, alors il s'en est sorti honorablement, 17 sur 36, 154 yards, un touchdown, une interception. Il n'y a franchement pas de quoi sauter au plafond. Il n'y a pas non plus à jeter... On n'est même pas 50% de complétion, quoi. Exactement, il y a pas de quoi sauter au plafond, il n'y a pas non plus de quoi jeter le bébé avec l'eau du bain, mais peut-être que, fort heureusement, cette équipe n'a pas à se reposer uniquement sur Caleb Williams. Comme tu l'as dit, Flav, c'était un test pour Chicago, certes, et cette victoire, elle est importante parce que c'est en fait leur première victoire face à ce que je qualifierais un adversaire de qualité. Parce que certes, les Bears sont 9-3, mais dans ces cas-là, on a toujours tendance à regarder la qualité des adversaires affrontés. Et jusqu'ici, les victoires, c'est contre Dallas, bon, Las Vegas, pas bon, Washington, pas très bon, les Saints, tu m'en veux pas, hein, Flav, mais Non, je m'en veux pas. voilà, pas bon. Cincinnati en 9e journée, Cincinnati en 9e journée, c'est quand même pas terrible. Les Giants, ça se passe de commentaires. Les Vikings, ça se passe de commentaires aussi. Pittsburgh, déjà, on a quand même une petite montée en gamme. Et là, Philadelphie, ils viennent quand même de s'offrir un finaliste, le champion sortant, pardon. Donc, excusez du peu, mais c'est censé mettre une empreinte sur le reste du championnat, pas seulement sur la division. Et preuve en est, actuellement, les Bears, ils sont le first seed temporaire de ce championnat. Après, le plus compliqué, ça va être de le garder, parce qu'ils ont quand même une fin de calendrier qui est moyennement sympa. Il faut aller à Green Bay, il faut recevoir Cleveland, il faut recevoir Green Bay, il faut aller à San Francisco, il faut recevoir Détroit. Est-ce qu'à ce moment-là, le first seed sera encore en main ? Je me calmerai avant de mettre un billet là-dessus. Du côté de Philadelphie, Philadelphie, le problème, il est toujours le même. C'est une attaque qui est vraiment K1, KA depuis le début de la saison. Ils ont toujours autant de mal. 3 3 and out et 4 sur 12 sur les 3e downs. Jalen Hurts, inconsistant de nombreuses passes qui arrivent derrière les receveurs. Et puis, ce jeu au sol qui a été médiocre, 87 yards au total, 56 pour Saquon Barkley. C'est ce qui se passe quand on a beaucoup de blessés sur une offensive line qui est habituellement la force de l'équipe. Le rendement a complètement chuté. Alors, A.J. Brown, effectivement, surnage complètement avec 10 réceptions, 132 yards et 2 touchdowns. A.J. Brown, il arrive à faire avancer cette équipe, mais uniquement quand elle est dans l'urgence. Et c'est pas viable comme façon de fonctionner, d'être tout le temps obligé de jouer au pied du mur. Et puis, il y a quelque chose qui va faire plus de mal qu'on l'imaginait, ou même qu'on l'imagine encore. Jack Elliott, le kicker, va manquer dans le 3e quart-temps une transformation pour égaliser 10-10, et ça va coûter cher. Pourquoi ? Parce que, un peu plus tard dans le match, à 3 minutes 10 de la fin, Sirianni va prendre une décision, c'est de transformer à 2 points, et notamment, très certainement, parce que il ne fait pas confiance à son kicker. Et cette transformation, elle sera ratée, alors que les Eagles avaient 9 points de retard à ce moment-là. Et la preuve de cette impuissance, c'est qu'à une poignée de secondes de la fin, ils vont malgré tout, alors qu'ils sont distancés, tenter un field goal de 50 et quelques yards, 52 yards, je crois, de mémoire, et field goal qui passera à côté. C'est les signes d'une équipe qui était un petit peu désespérée sur ce match. Alors, je ne dis pas que la situation est désespérée pour Philadelphie. Il reste quand même 8-4, il reste quand même en tête de la NFC Est, mais il ressemble quand même à un oiseau blessé, et notamment après leur défaite contre Dallas, et il va vraiment falloir resserrer les rangs pour que la fin de saison se déroule bien.
Alors, tu cherchais tout à l'heure, Vince, les défaites des Eagles dans cette saison. Il y en a donc une contre les Bears, il y en a une contre les Cowboys, il y en a une contre les Giants et une contre les Broncos. Ouais, c'est les Cowboys que j'avais oublié la semaine dernière. Et les Cowboys la semaine dernière avec le 21-0. Et là, c'est vrai que ça commence à faire beaucoup parce que quand tu avais la semaine dernière un 21-0, que tu te fais reprendre, tu perds 24-21 et que la semaine suivante, à domicile, contre les Bears, tu perds 24-15, c'est vrai que ça commence à s'accumuler un petit peu. Alors, Ils vont pouvoir se remettre un peu à l'endroit parce que le calendrier il est relativement facile, à part le prochain match chez les Chargers, les Chargers, qui va être très très compliqué. j'ai pas de bêtises, c'est le Monday Ça, Night Football de la semaine prochaine. ça va être un très très gros match d'ailleurs, hein, le Eagles at Chargers. Beaucoup de besoins de victoire pour les Eagles et pour les Chargers des deux côtés. Les Chargers qui sont encore dans la course pour gagner la FC West. Après derrière, par contre, ils reçoivent les Raiders, ils vont chez les Commanders, ils reçoivent les Bills, ils vont chez les Bills et ils reçoivent les Commanders aussi. Il y a quand même 3 matchs qui sont à leur portée. Donc, oui, logiquement, ça devrait passer sans trop de soucis pour les playoffs et même pour le titre de division, même si les Cowboys reviennent, ça devrait quand même être largement jouable. Après, il y a quand même, on sent pas un Philadelphie complètement dominant. On sait que l'an dernier, on vantait cette équipe très complète, que ce soit en attaque, en défense. Là, le jeu de course est quand même moins efficace. Il y a les absences sur la ligne, la défense est pas toujours aussi décisive que l'an dernier. Voilà. Après, il reste à voir. On dit toujours que les playoffs c'est une autre saison. Ça peut complètement changer. Au mois de janvier, on va parler juste. Je voulais juste aussi refaire un petit dernier point parce qu'on n'en parle pas assez, mais je trouve la diversité du jeu de course des Bears est assez impressionnante. On parle souvent de jeux de course, les jeux de course, quand on les regarde comme ça à la télé, on a l'impression que c'est... Enfin, on a l'impression. Des fois, quand on fait pas vraiment attention, on a l'impression que c'est toujours la même course, que c'est des courses extérieures, les petites courses enroulées sur le côté, ou alors c'est des courses plein centre. Là, j'ai trouvé la diversité des jeux de course et la diversité des blocs de la ligne pour appeler ces jeux de course vraiment très impressionnant. Et ça, je pense que à défendre, c'est assez compliqué parce que tu ne sais pas ce qui se passe en fonction de... En fait, il peut appeler n'importe quel bloc, schéma de bloc particulier pour une course, c'est vraiment particulier, c'est vraiment bien, et vraiment bravo pour ça, parce que ce qu'ils ont réussi à mettre, c'est vraiment très très fort. Je disais donc les Bears de Chicago qui sont, tu l'as dit Seb, en tête de la division, en tête de la NFC. Ça n'était plus arrivé depuis 2006 qu'ils soient en tête de la NFC aussi loin dans la saison, après 13 semaines de compétition. Saison 2006, les Bears avaient fini avec un bilan de 13-3, ils avaient remporté la NFC quelques semaines plus tard, et ils avaient terminé donc au Super Bowl, où ils avaient perdu face aux Colts d'Indianapolis lors du Super Bowl 41, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, est-ce que le destin sera le même pour les Bears? On n'en est pas là encore, mais il faut, voilà, c'est un temps que les moins de 20 ans ne peuvent presque pas connaître, mais les Bears sont revenus en tête de la NFC. Le premier Super Bowl du GOAT d'ailleurs. Bon, il n'y a pas Yaya, je pourrais pas le faire sortir de ses gourds, mais je sais qu'il nous écoute et donc ça va le faire dégonder, Voilà, fait plaisir. ça va lui faire plaisir. Tu vois qu'on va réussir à caser Manning quand même dans le podcast, même sans Yaya. C'est brillant à ce point-là. C'est notre mascotte, on est obligé d'en parler. Je voulais juste remettre en perspective, vous avez parlé du calendrier, et les Bears qui vont donc aller jouer au Lambeau Field la semaine prochaine. Ça va être un match très 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 sympathique à suivre. Est-ce que pour toi, Seb, alors je sais qu'on avait déjà dit ça pour les Eagles, mais est-ce que c'est vraiment le juge de paix de cette saison pour les Bears, ce match au Lambeau Field? S'ils gagnent là, ça envoie quand même un très très gros message à la division. Les Packers, ils sont en position de jouer les juges de paix pour toute la division, à défaut de pouvoir bien se placer pour les playoffs. Les Green Bay Chicago, de toute façon, c'est toujours des rendez-vous, quelle que soit la position des Bears, mais là encore, ils revêtent une importance encore plus cruciale pour Chicago, qui effectivement, alors je ne vais pas dire qu'ils vont jouer leur saison sur tous les matchs qui viennent, ce serait fortement exagéré, mais en tout cas, ils vont jouer leur placement pour les playoffs sur tous les matchs qui viennent, et ils ont besoin d'engranger encore des victoires, et prendre des victoires de division, on sait très bien qu'à ce moment-là, pour ainsi dire, ça compte double,
quand on est dans ce dernier virage avant les phases finales. Donc effectivement, il faut qu'il l'emporte, et s'il l'emporte, ça pourrait mettre un sacré coup de massue sur la NFC Nord, et laisser notamment les pauvres Lions de Détroit tout pantois et les regarder les yeux pleins de larmes et avec une petite coulée de bave d'envie au coin des lèvres. J'allais y venir, Vince. Les Lions, on commence un peu à être inquiets ou pas? Parce que, mine de rien, ils ont encore perdu donc cette semaine contre les Packers. Ils sont à 7-5 au niveau du bilan, égalité avec notamment les Buccaneers, mais donc en dehors des playoffs puisque les Buccaneers prennent une place de champion de division pour l'instant. Les Lions, il leur reste à jouer les Cowboys, les Rams, les Steelers, les Vikings et les Bears. C'est Va pas, quand même c'est pas falloir fifou quand même, quand même. ouais, Les- va falloir hein, quand même c'est tirer la sonnette d'alarme à un moment. c'est pas fifou, hein. Nous sommes d'accord. Non, non, les Lions, il y a un sujet sur les Lions. Il va falloir vraiment se poser les bonnes questions. Euh, Déjà, où est leur défense? Première question. Ouais, Déjà. mais aussi avant tout, c'est est-ce qu'on n'a pas, enfin, je pense qu'on en a beaucoup parlé, mais est-ce qu'on n'a pas sous-estimé vraiment le départ des deux coordinateurs offensifs et défensifs à l'intersaison? On en a beaucoup parlé, on voit ce qu'ils font un peu de leur côté. Ben Johnson à Chicago notamment, c'est simplement énorme. Donc, c'est difficile à lire, ces Lions, je trouve. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ils sont vraiment très très difficiles à lire. Ce qui est sûr, c'est que cette défaite de jeudi leur fait très mal parce que ça les place avec 3 défaites dans la division. Déjà, ils sont à 1-3. Le prochain match, ils reçoivent les Cowboys, ils vont chez les Rams. C'est le match de vendredi, hein, le Thursday Night Football d'ailleurs, entre les Lions et les Cowboys. C'est vraiment vraiment compliqué. Là, ouais, c'est la place en playoff qui se joue, hein. Là, pour le moment, ils sont en dehors des places, hein, puisqu'ils sont 8e dans la NFC. Voilà, une seule petite victoire, hein, il me semble. Ah non, ils en ont un peu plus. Oui. Aussi une victoire par rapport aux Packers. Donc c'est. Mais bon, par contre, effectivement, ils ont plus le tiebreaker puisque les Packers les ont battus 2 fois. C'est difficile à lire. C'est très difficile à lire. Ce match de Thanksgiving, on sait quelle importance il revêt pour les Lions, pour Détroit, pour la ville en elle-même. Et ils sont passés un peu au travers. J'arrive pas trop à savoir, mais oui, c'est un gros problème défensif principalement, je trouve. Il récupère la balle dans des mauvaises conditions. Et puis, le hurrah football qu'on leur a connu ces derniers temps n'existe plus ou a disparu. Parce que les problèmes notamment de backfield défensif, c'est pas nouveau, hein, chez les Lions de Détroit. C'est déjà ce qui leur a coûté sûrement d'aller plus loin les saisons précédentes. Sauf qu'avant, oui, je te donne la parole tout de suite, mon Seb, sauf qu'avant, c'était caché par le génie offensif aussi de Ben Johnson, qui parvenait à empiler les points, à trouver des systèmes originaux, tout ça. Et là maintenant, aujourd'hui, la misère, elle est cachée moins facilement. Oui, bon, c'est bien. Alors, je vous donne une liste de noms, vous allez me dire ce qu'ils ont en commun. En dehors du fait de jouer pour les Lions. De jouer au football. Amon-Ra St. Brown, Sam Laporta, Brock Wright, Calif Fremond, Graham Glasgow. Ils sont tous blessés. Voilà, c'est tous des attaquants, ils sont tous blessés. Donc c'est quand même un petit peu embêtant d'avoir une attaque qui tient debout quand tu as, pour ainsi dire, la moitié du personnel qui est à l'infirmerie. Alors ils ont peut-être trouvé là il y a Tom Kennedy, qui s'est illustré, hein, je veux dire, signé du practice squad, il finit avec 4 réceptions pour 36 yards. Sur 4 targets. Sur 4 targets, hein, donc il a su se montrer utile. Il a même fait des retours de coups de pied intéressants d'ailleurs. Il a peut-être gagné sa place dans le Ross, ce garçon. Et puis, il faut quand même pas oublier aussi que depuis la week 10, c'est Dan Campbell qui appelle les jeux. Et le problème, c'est qu'on n'a pas vraiment vu de changement vraiment bouleversant. Cette attaque, effectivement, elle est devenue prévisible, en particulier au sol.
il est peut-être temps de tirer la sonnette d'alarme. Un chiffre là que je viens de trouver, Détroit est 0/7 sur les 4e downs depuis la 11e semaine. Et pour couronner le tout, ils sont apparemment à égalité avec le plus de tentatives de conversion en 4e tentées sur cette période-là, entre la week 11 et la week 13. Ça nous surprendra pas beaucoup. Connaissant l'appétit de Dan Campbell pour les 4e tentatives. Ouais, sauf que la saison dernière, ça marchait. Et voilà, c'est ça. Mais oui, mais aussi parce que les Detroit Lions qui sont arrivés, faut rappeler pour ceux qui suivent pas la NFL depuis très longtemps que les Lions pendant des années et des années, ça a été extrêmement compliqué. Hein. Voilà, ça a été l'une des équipes les plus faibles de la ligue. Et quand ils sont arrivés là avec Dan Campbell, avec Ben Johnson, il y a eu cet effet de surprise. Et là, est-ce que c'est pas en train un peu de s'estomper aussi? Est-ce que les équipes en face commencent pas, et notamment leurs adversaires de division qui les connaissent très bien, commencent pas à s'adapter de mieux en mieux? Il y a peut-être aussi un sujet là-dessus. Bon. Bien sûr, non mais c'est évident. Après, il y a beaucoup de choses. Là, le problème qu'a identifié Seb, c'est vrai, l'attaque n'est pas performante et malheureusement, il y a beaucoup de blessés. Mais ce qu'on a dit aussi, c'est que la défense est pas super. Le problème, c'est que là, il y a moins de blessés et ça ne fonctionne pas. Oui, je dis pas qu'il n'y en a pas du tout, mais ça ne fonctionne pas. Ils n'arrivent pas à trouver de rythme, ils n'arrivent pas à mettre assez de pression. Et tu l'as dit, le backfield défensif, en fait, alors, c'est bien de parler de backfield défensif et de pression de ligne, hein, mais les deux sont quand même ensemble. S'il n'y a pas de pression de la ligne, le QB a tout son temps pour lancer, c'est plus facile pour lui. Donc attention, il faut aussi savoir un peu cumuler les deux stats. Mais là, c'est toute la défense de manière générale que je trouve assez permissive lors du match de jeudi. 125 yards alloués au sol en 30 tentatives, 234 yards alloués. Contre une équipe, pardon, je te coupe, désolé Vince, contre une équipe des Packers en plus, qui offensivement ces derniers temps elle était patinait un peu dans la semoule depuis la blessure de Tucker Kraft. C'était un peu compliqué, quoi. Oui, c'est ça. Ils patinaient un peu, mais pour autant, ils y sont un peu plus arrivés jeudi. Et c'est ce jeu à la course, c'est le jeu à la passe, pardon, avec 234 yards qui permet de les sauver aussi. Donc les Lions restent pour moi inconstants et c'est peut-être ça la plus grosse des surprises, c'est-à-dire que ils arrivent à faire le chaud, mais aussi à faire le froid dans le même match et voire même dans le même drive, et c'est ça qui fait un peu peur. Bien, on va passer à l'AFC Nord, les amis, parce que là aussi, il y a eu il y avait un petit Bengals-Ravens. Alors, c'était à Thanksgiving aussi. Avant ce match entre les Bengals et Ravens, Cincinnati avait décidé de retitulariser Joe Burrow en se disant, voilà, c'est peut-être le match bascule pour encore y croire. Allons savoir dans cette saison. Il faut rappeler que les Bengals, avant ce match, c'était à 4 victoires et 8 défaites, si je dis pas de bêtises. 3 victoires. C'était 3-8 et ils sont à 4 maintenant, oui, c'est ça. Donc, il y avait cet espoir-là. Mais qu'est-ce qui s'est passé, mon cher Seb, avec les Ravens ce vendredi? Je sais pas s'ils avaient fait une indigestion de dinde, mais ça a été extrêmement compliqué, notamment offensivement pour Baltimore. Oui, que s'est-il passé? C'est vrai que si on prend un petit peu le bilan rapide de cette journée, d'abord Cincinnati qui gagne, on a Joe Burrow qui est de retour, ça aussi on n'avait plus l'habitude, et les Bengals qui n'encaissent que 14 points. Mais c'est pas possible. C'est un coup des Illuminati. Est-ce que cette défense ne va pas les emmener au Super Bowl? C'est ça la question. Je crois que c'est un peu tard. Je veux pas. On m'a demandé sur le Discord si les Bengals avaient lancé leur saison, évidemment. Ça faisait longtemps que j'avais pas entendu ça. Moi, un peu tard, je te trouve très difficile parce que, mine de rien, avec tout ça, avec les Steelers qui ont perdu contre les Bills aussi, les Bengals, ils sont qu'à 2 victoires des Ravens, hein, ils ont pour la tête de division. Ils ont 2% de chance de faire les playoffs, d'après les stats. Ils ont 2% de chance de faire les playoffs. Ouais, mais je trouve que c'est 2 très jolis pourcents parce que quand tu regardes le calendrier, ils vont rejouer Baltimore dans 2 semaines.
S'ils arrivent une nouvelle fois à battre Baltimore, il y a potentiellement qu'un match d'écart entre les deux. Donc, Enfin, va falloir aller à Buffalo d'abord. Hein. Ouais, oui, enfin, non mais d'accord. Mais après, sur les 3 derniers matchs, c'est Miami, Arizona, Cleveland. oui, c'est sûr. Bah, moi, je trouve que c'est 2 jolis pourcents. Hein. S'ils tournent bien contre Baltimore dans 2 semaines, et que derrière, ils enchaînent 3 victoires, ça les met avec 4 victoires de plus, ça les met à 8-9. Bah, vu la division AFC Nord où tout le monde est en train de se manger entre eux, c'est peut-être pas impossible que ça finisse bien. Et Hein. puis ils sont 3-1 dans la division. Ouais. Allez, on va dire ouais. So you mean there is a chance quoi. Ouais, voilà. Bah, On va. je trouve que 2%, c'est pas bien payé, tu vois, ça mériterait ouais. Il faut pas oublier que ces 2% peuvent être complètement ruinés si déjà ils perdent chez les Bills. Alors, bah, s'ils perdent Bills et Ravens, c'est ruiné. S'ils perdent juste les Bills, à mon avis, Ah non, moi les Bills, je pense que c'est encore jouable. ça voudrait dire qu'ils pourraient faire 8-9 Ouais, qualifiés en oui. négatif dans cette AFC. Mais attends, ils sont le meilleur, il est à 6-6. Oui. Et Baltimore, il leur reste Pittsburgh, Cincinnati, Patriots, Packers et Steelers. Enfin, ils vont peut-être pas en prendre 4 hein, non plus. Hein. Non, non, je suis pas d'accord avec toi, parce qu'en AFC, ils sont bien en AFC. Oui, en AFC, le moins bon en AFC, il a 8-4 pour le moment. Non, mais moi, je te parle du champion de division. Ah oui, le champion de division. Bah, Oui, c'est vrai. oui, parce que, alors, il y a un truc formidable en NFL, c'est que le champion de Oui, division. c'est vrai. Oui, c'est vrai que les Steelers et les Ravens n'en veulent pas le titre non plus. Donc, oui. Et là, vu le calendrier des Ravens, je suis pas sûr qu'ils fassent mieux que 8-9. Hein. Ouais. Je suis pas sûr, hein. Honnêtement. Hein. Et si ça se joue au tiebreaker entre les deux, eh ben, ce sera pour les Bengals. Hein. Oui, ça c'est sûr. Et donc, voilà, je vous dis qu'à 8-9. Alors, le calendrier des Steelers, on va le prendre aussi, parce que j'étais en train de le chercher. Je vous dis qu'ils vont tous se manger entre eux dans cette affaire. Les Steelers, et si les Browns ne faisaient pas la surprise? Il reste Baltimore, Miami, Détroit, Cleveland et Baltimore encore. Donc, il suffit que Baltimore-Pittsburgh, là, les 2 matchs qu'ils jouent, ils en prennent un chacun, que derrière, ils laissent la victoire contre les Lions, contre machin, bah, ils finissent tous à 8-9. Et ils sont à 3 à 8-9, tu vois. C'est pas impossible. Hein. Franchement, c'est pas impossible. Voilà. C'est envisageable. Ça va être à suivre de près. Et je pense que c'était l'idée en remettant Joe Burrow maintenant. C'était de se dire, on bat les Ravens et on se laisse une chance d'y croire. C'était un va-tout. Hein. C'était le match de la dernière chance. Ça, tu perdais là jeudi, c'était terminé. On pliait les Gaules, les Bengals, c'était fini. C'était terminé. Là, par contre, les Ravens, enfin, je suis navré, hein, mais quand on voit les pertes de balles, toi Seb, je suppose que tu as vu le résumé, au moins si tu ne l'as vu en intégralité, franchement, les pertes de balles des Ravens, c'est assez inquiétant. Quoi. Le fumble de Lamar Jackson à quoi 10 yards, 5 yards de sa ligne, ça fait peur. Hein. Il fait, je crois, un fumble dans sa red zone en première mi-temps. Il lance une interception dans la red zone de Cincinnati en 4e quart-temps, de mémoire. C'est inquiétant. Après, Lamar Jackson, il joue en kit en ce moment. Il est blessé à un genou, à une cheville, à un orteil. Il fait beaucoup pour l'instant. Et ça se voit. Sa mobilité, elle est particulièrement handicapée. Ça saute aux yeux. Il n'a pas lancé de touchdown. Je crois que c'est le 2e match consécutif où il lance pas de touchdown. Et c'est une première pour lui. Il a perdu combien il y a eu 5 ballons perdus au total par Baltimore contre les Bengals. C'est le plus grand nombre pour le club en un match depuis 2013. Depuis septembre 2013, ça n'avait pas été aussi catastrophique. Alors, tu as un jeu au sol qui a de bons moments. 5,6 yards par portée, c'est quand même pas dégoûtant hein, comme moyenne, mais tu as aussi t'as des bévues. On parle de perte de balle. Isaiah Likely qui perd le ballon, qui se fait subtiliser un ballon à 1 pouce de l'embut, alors qu'il vient de faire une réception de 43 yards. Tu vas pas me dire qu'on n'a pas un problème, quoi, là aussi. Ça rappelle le Zay Flowers oui, en c'est finale de conférence contre les Chiefs. Ça très exactement rappeler ça. Et encore, ils ont de la chance dans leur malheur, les Ravens, parce que tous ces turnovers, ça n'a produit que des field goals derrière pour les Bengals. Donc, ils ont limité les dégâts quand même là-dessus, mais ça n'a pas été suffisant. Et puis de l'autre côté, Cincinnati, alors on a eu un Joe Burrow qui était un peu rouillé en début de rencontre. Il a beaucoup visé Ja'Marr Chase, 14 targets pour 7 complétions, mais justement, ça c'est le résultat du
du déchet de la remise en route. En revanche, il a donné du coup une fiche de 14 sur 26, 261 yards, 2 touchdowns, plus que correct pour quelqu'un qui n'a pas joué depuis la deuxième semaine. Et la défense, donc on parlait de cette fameuse défense de fer des Bengals. C'est à croire que c'est à croire que le retour de Joe Burrow, ça les a galvanisés, ça les a ressuscités. 2 sacs et un fumble pour Miles Murphy, qui a harcelé Lamar Jackson toute la soirée avec Joseph Ossai. Ils ont encaissé seulement 346 yards, concédé seulement 14 points. C'est leur meilleur perf depuis 24 sur 46. Excuse-moi, Vince. Ma langue a Joe Burrow, pour Joe Burrow, autant pour moi. Et donc c'est leur meilleur perf défensif depuis cette fameuse week 1, n'est-ce pas, où certains observateurs clairvoyants disaient que cette défense de fer allait les envoyer en finale, au Super Bowl, au paradis, au 7e ciel, ce que tu veux. Les journées suivantes leur ont donné tort. On rappelle que c'était après un match contre les Browns, hein, donc juger une défense contre l'attaque des Browns, attention. Je rappelle qu'autour de ce micro, il y a une personne qui a eu un instant de lucidité sur cet emballement autour de... Sur cette hot take, sur cette réaction un peu... c'est le concept même de la réaction excessive. Cet emballement autour de la prestation défensive des Browns face à un quarterback quadragénaire atteint d'arthrose quasi généralisée. Qui maintenant joue d'ailleurs chez les Bengals. Avec les résultats que l'on sait. Avec les résultats qu'on connaît. En tout cas, on a une division AFC Nord qui était présentée avant le début de la saison comme potentiellement l'une des plus relevées de la ligue et qui va peut-être potentiellement se retrouver avec un champion à peine en bilan positif à la fin de la saison. Alors, il y a des circonstances atténuantes. Oui, Joe Burrow a été blessé longtemps, Lamar Jackson a été blessé aussi chez les Ravens. Aaron Rodgers, c'est là chez les Steelers. Bref, il y a des circonstances atténuantes pour tout le monde, mais c'est aussi ça le propre des divisions qui sont serrées et relevées, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'équipes qui se battent entre elles, donc forcément il n'y en a pas une qui prend le dessus, comme on peut le voir dans d'autres divisions, donc forcément c'est la division se resserre automatiquement. Vous pensez que Mike Tomlin va faire une saison positive ? Il faut qu'il en prenne 3 et il reste Ravens 2 fois, Dolphins, Lions, Browns. Alors, moi je pense que Dolphins, Browns, s'il peut prendre, il en reste un contre les Ravens, quoi. Dolphins, attention quand même, parce qu'en ce moment ça va un peu mieux. Il y a quelques semaines, j'ai eu une conversation avec un copain, un ancien coéquipier. Je lui ai dit, je pense qu'Aaron Rodgers va apporter la première saison négative de la carrière de Mike Tomlin. Alors, à un moment, je me disais, en fait, il va me faire mentir. Et là, c'est vraiment du 50-50. Il pourrait... Alors, attention, soyons très clairs. J'aime beaucoup Mike Tomlin. Je ne souhaite pas que Mike Tomlin connaisse sa première saison négative. Imagine si 2025 aurait été porteur de la première saison à moins de milliards de Mike Evans et la première saison négative de Mike Tomlin, c'est une année horrible. Alors c'est une année horrible pour le football et en plus pour Mike Tomlin, on pourra définitivement dire que Aaron Rodgers est devenu un chat noir, quoi. C'est un fossoyeur. Un fossoyeur parce qu'il s'est enterré sa première saison chez les Jets, puis il a enterré la saison non, il n'était pas seul, la saison des Jets. Là, s'il faut faire le deuil des saisons positives de Mike Tomlin, va falloir se poser des questions. Je vais faire une digression très très rapide parce qu'il nous reste encore 2 matchs dont il faut qu'on parle et on va essayer de pas faire 3 heures de podcast. Mais juste pendant que tu parles des Jets, je voyais hier, j'ai regardé un large morceau de Cleveland de San Francisco à 19h et je voyais la tête de Robert Saleh sur les différentes actions défensives des 49ers. T'as vraiment l'impression qu'il revit. Quand tu te rappelles de la tête qu'il faisait sur le bord de touche avec les Jets où t'avais, voilà, dans la rédaction, le surnom que je lui donnais, c'était Voldemort. Il était livide sur le bord du terrain. Et là, tu le voyais joyeux, guiré, machin tout, tu vois, avec la hargne et tout. Je me dis, mais en fait, les Jets, ils avaient détruit un homme.
Tu vois, ça me Oui, et faisait puis peine à voir. c'est peut-être aussi, tu vois, symptomatique. On a souvent dit qu'il y a d'excellents coordinateurs qui ne sont pas faits pour être head coach. C'est peut-être un des symptômes qu'on a vu avec Robert Saleh, qui s'est retrouvé dans une situation où tout simplement où il était dépassé. Aussi par tout, par la ville, par la situation, par les joueurs, par les hommes, etc. Et du coup, là, il est de retour à sa place, et par sa place, je veux pas forcément dire le banc de San Francisco, mais un poste de coordinateur défensif où il a son autonomie, mais il est dans un cadre, et il n'est pas... ses décisions doivent avoir l'aval de quelqu'un d'autre. Et je pense que c'est typiquement un type de personnalité, je sais de quoi je parle, qui a besoin de cela. Mais effectivement, le contraste était saisissant. Hein. Tu prends des images à la même période de lui, très exactement à la même période, mais sur le banc des Jets, c'est le jour et la nuit. Hein. Ah oui, c'est dingue. Je vais revenir sur le match, moi, juste des Bengals et Ravens, je suis désolé, juste vite fait. Juste pour vous dire, 80-57, c'est le nombre de C'est pas le jeux, score. Hein. c'est le nombre de jeux C'est pas le score. qu'ont joué chaque équipe, les Bengals et les Ravens. C'est dire aussi la même île qu'ils avaient sur le jeu et sur le ballon. Et ça, c'est vraiment important. Et c'est aussi ça qu'apporte un Joe Burrow, une présence et une prestance qui permet de garder ce ballon comme ça. Les amis, on va passer au match de dimanche et notamment cette affiche. Alors, c'était une affiche qui avait son importance hein, pour les playoffs, mais vu la dynamique du moment, on se disait que les Rams de Los Angeles, normalement, auraient dû quand même avoir au moins une petite classe d'écart avec les Panthers. D'ailleurs, les bookmakers donnaient un cut de 10 points hein, d'avance pour les Rams avant cette partie, ce qui était quand même assez important pour Los Angeles. Et pourtant, on a assisté à un match, Seb, où vraiment, les deux équipes se sont rendues coup pour coup. Peut-être l'un des plus beaux matchs de cette saison 2025, avec des Panthers qui finissent par s'imposer 31-28. Victoire improbable hein, quand même de Carolina, parce qu'ils affrontaient l'équipe qui était considérée à ce moment-là comme la meilleure équipe de la NFC, peut-être même de la NFL, du moins le club qui avait le meilleur bilan de la ligue avant le début de cette rencontre. Ça avait pourtant bien commencé hein, du côté des Rams, qui marquent dès leur première possession et assez facilement, mais effectivement, comme tu l'as dit, les deux équipes vont se rendre coup pour coup, et preuve en est, Carolina va répliquer tout de suite derrière, et ils ont fait donner un jeu au sol quasi parfait. Chuba Hubbard, 17 courses, 83 yards. Sean Station avait dit qu'il voulait voir Hubbard plus impliqué cette semaine. Eh bien, ça a été le cas. Dowdle, 18 courses, Canales, 50... Canales, pardon. Pourquoi je t'ai dit Station? Désolé. Je suis parti à Indianapolis parce que c'est le match d'après. Voilà, j'étais parti à Indianapolis. Dave Canales avait dit qu'il voulait voir donc Chuba Hubbard plus impliqué dans le jeu au sol. Ça peut être aussi pour lui l'occasion de reprendre ce titulaire qu'il avait perdu au profit de Rico Dowdle. Dowdle lui-même 18 courses, 58 yards, et ça a un effet. Et ben Matthew Stafford, il est resté sur la touche, 35 minutes 16 secondes de temps de possession pour Carolina, 24 minutes 44 pour les pour les Rams, pardon. Mais décidément, ce soir, c'est compliqué. Hein. Ça arrive même au meilleur. Voilà, la preuve. Bryce Young, lui, a fait preuve d'une excellente exécution. Il finit à 15 sur 20, 206 yards, 3 touchdowns. Il a converti 2 quatrièmes downs pour des TD en deuxième mi-temps, marqués par Jalen Coker et Tetairoa McMillan. Il fait un 6 sur 8 et 86 yards sur les troisièmes downs. Il a eu l'air de prendre une autre ampleur. J'ai trouvé sur ce match, il a été très très bon sur les passes courtes et intermédiaires. Et en défense, alors Vince qui a l'œil du coach me dira si j'ai raison ou pas. Mon impression, ça a été la suivante. Ils ont mis en place une défense préventive qui a permis aux Rams de se mettre en confiance. Alors, ça s'est retourné contre eux à une ou deux occasions sur les touchdowns de Davante Adams, qui est redoutable en red zone On a perdu cette année.
Mais chaque fois que les Rams se rapprochaient de l'embut, eh ben, il se passait quelque chose. Il y aura notamment une première interception sur une passe déviée par Derrick Brown. Et puis, ce même Derrick Brown qui va forcer un fumble de Matthew Stafford qui scellera le match. C'est une défense qui a poussé Stafford et ses hommes dans le retranchement. Et cette préventive, elle a très, très bien marché. Carolina qui fait une sacrée performance et qui garde du coup toutes leurs chances dans la course à la NFC Sud avec Tampa Bay. Et peut-être même que cette victoire, c'est une déclaration de guerre pour la NFC Sud. Carolina n'est plus une équipe qui est là parce qu'elle a de la chance, mais qui est là parce qu'elle gagne des matchs. On pourrait se retrouver, ils pourraient regretter longtemps leur défaite contre les Saints, hein, quand même, les Panthers dans cette saison. Ça, ils risquent de se traîner cette défaite-là comme un espèce de boulet. Hein. Nous aussi, on se la traîne comme un boulet pour le first pick, notre victoire, mais ça aurait un peu arrangé les deux, hein, en fait, qu'on gagne pas celui-là, mais enfin bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Contre les Giants, on n'y peut rien, la victoire qu'on a eu contre les Giants, bon bah, c'est les Giants en face, mais contre les Panthers, on aurait pu leur laisser celle-là, ça aurait pas été mal. Après, Tampa Bay, un calendrier qui est quand même relativement simple jusqu'à la fin de saison, donc ça devrait pas trop mal se passer. Les deux matchs que Tampa Bay Carolina seront prédominants. Oui, bien sûr. C'est le match de retour là qui se Ils joue jouent 2 fois, ouais. 2 fois en 3 semaines, je crois. Ouais, c'est ça. Les 2 derniers matchs. Ouais. Enfin, les 3 derniers matchs, c'est 2 fois sur les 3 derniers. alors pour les Panthers, c'est costaud parce que c'est Bucks, Seahawks, Bucks. Évident. Et avant, ils ont les Saints. Là, de toute façon, les Saints, ils vont jouer les deux. Ils vont jouer Tampa Bay la semaine prochaine et Carolina la semaine d'après. Donc, comme ça, voilà. Bon. Après, je vous rappelle qu'il y a la fameuse doublette pour les Saints, Jets puis Titans. N'hésitez pas. Des matchs de rêve. Des matchs de rêve le 28 décembre, on se retrouve tous pour Saints Titans. C'est quoi ton regard sur ce match-là, mon Vince? Tu voulais nous parler de cette magnifique réception de Puka aussi, je crois. Ah ben, alors comment passer au travers? Seb me l'a laissé et je lui en remercie parce que c'est vrai que j'en ai parlé en off avant. La réception de Puka Nacua est une merveille. Une merveille de gestes techniques. On ne sait pas comment il arrive à l'attraper, main opposée, qui regarde le sol, donc vraiment la paume de la main qui va vers le sol. Il arrive à attraper la balle avec tout en toucher, avec son grip, avec la puissance de la balle, hein, parce qu'une balle qui n'est pas puissante ne peut pas être attrapée comme ça. C'est une merveille de catch. Pour moi, au niveau du catch d'Odell Beckham Jr. Chez les Giants, c'est à peu près la même chose. La seule différence, c'est qu'il n'est pas dans la end zone, pardon, et qu'il ne marque pas le touchdown sur cette réception. Mais sinon, c'est franchement une merveille. On en a eu une deuxième après, on en reviendra aussi dessus, mais pas pour Nakua, hein, pour un autre joueur, mais c'était simplement vraiment une très très belle action. Outre ça, je suis assez d'accord avec Seb sur la défense un peu permissive qu'a mis en place les Panthers, et ce qui transpire de cette défense-là, c'est le jeu de course justement des Rams qui a fonctionné avec 152 yards de gagné sur seulement 21 tentatives, donc 7,2 yards de moyenne. Ça voulait dire clairement que la défense des Panthers avait été mise en place de manière à laisser venir simplement et impacter au bon moment. Parce que là où moi j'ai trouvé que les Panthers avaient vraiment fait fort, c'est sur la force de cette défense, sur l'impact qu'ils arrivent à mettre. Il n'y a pas un yard qui est facile à gagner. Tout est pris avec une contact et une puissance impressionnante, et c'est ça moi, que je trouve très très fort chez cette équipe. On arrive à voir et à sentir une grosse puissance se dégager. On sent que les contacts vont faire mal, et bizarrement, c'est vraiment pas ce que l'on ressentait ces dernières années avec les Panthers. Il y a vraiment un gros changement de mentalité là-dessus, et c'est vraiment très intéressant à voir ce qu'ont arrivé à mettre le coaching staff là-dedans. Parce que pour changer ça, et Seb qui a joué aussi pour me le confirmer, c'est pas que dans la tête des joueurs, c'est-à-dire que c'est un plan de jeu, un travail sur le long terme,
Beaucoup le mental des joueurs, oui, mais beaucoup le travail des coachs. Et ça, c'est vraiment important dans une NFL hyper dynamique et hyper physique d'avoir cette dimension-là. Euh, Après, moi, c'est surtout l'attaque en fait des Carolina qui m'a fait un peu plus rêver aussi hier. Beaucoup de belles choses à voir. Quand on voit qu'il y a 15 réceptions avec un jeu vraiment beaucoup réparti sur 10 receveurs différents, pardon, 9 receveurs différents. Euh, c'est vraiment très intéressant de voir ce qu'ils arrivent à faire avec une profondeur de banc qui n'est pas non plus exceptionnelle, mais ils arrivent à tirer un peu la quintessence de tout ce collectif-là. On a l'impression que c'est une bande de potes qui se régalent et qui s'amusent, qui ne devraient pas être dans cette discussion-là de playoffable à ce moment-là de la saison et qui s'y retrouvent, qui en profitent, qui prennent de l'expérience, qui emmagasine et qui est sur son nuage, qui continue comme ça. Et tant mieux si ça marche. J'ai l'impression que c'est vraiment ça. Ils ne pensaient pas que c'était impossible, donc ils l'ont fait. Ben, c'est un peu ce qu'ils sont en train de faire. Je trouve qu'il faut une très bonne saison et c'est vraiment à souligner parce que de manière générale, ils n'ont pas grand-chose à se reprocher, hormis cette défaite contre les Saints. Juste un petit mot maintenant, on va basculer sur le dernier match et sur les Colts qui ont été battus par les Texans de Houston 20-16. Au-delà de cette rencontre qui a été une nouvelle fois dominée notamment par la défense de Houston, c'est les Colts qui commencent à quand même être un peu inquiétants. On en est à 3 défaites sur les 4 derniers matchs pour Indianapolis et on a un programme qui s'annonce avec 2 fois les Jaguars, les Seahawks, les 49ers et encore une fois les Texans. Ma question elle est simple, Seb. Est-ce que finalement les Colts ils peuvent tout simplement rater les playoffs? Alors, une chose est sûre, c'est qu'ils se retrouvent en position délicate après cette défaite. Ils sont à égalité avec Jacksonville pour la tête de la division. Et pour le moment, ils sont le 6e seed temporaire. Ils sont sur 3 défaites sur leur dernier match. Daniel Jones jouait blessé et ça s'est vu. 14 sur 27, 200 yards, 2 touchdowns, 1 sac et surtout 5 hits qui lui ont posé bien des problèmes. Le pass rush de Houston, on le sait, il est redoutable. Daniel Hunter plus Will Anderson Jr., ça rush, ça hit, ça fait des hurries, ça rigole pas. Et Daniel Jones en a été victime il faut compter en plus sur sa mobilité particulièrement réduite. Et ce qui est en plus, c'est que c'est pas des défaites encourageantes, c'est des 3 défaites d'affilée. Ils ont perdu contre Kansas. Il y a une victoire dans le. C'est 3 victoires sur 3 défaites sur les 4 derniers. 3 défaites sur les 4 derniers matchs, oui. En effet, autant pour moi. Et c'est pas des défaites rassurantes, pardon, puisque contre Kansas City, même la victoire, c'est contre les Falcons à Berlin. C'est pas hyper. C'est pas terrible. Ouais. Ils perdent contre Kansas City après avoir mené de 11 points dans le 4e quart. Cette semaine, ils ont marqué seulement 16 points. C'est leur plus petit score de la saison. Jonathan Taylor fait 85 yards en 21 courses. Ça fait 3 fois lui aussi en 4 matchs qu'il est en dessous des 100 yards. Ce qui est la preuve, s'il le fallait, que si on arrive à contenir le jeu au sol, à contenir Jonathan Taylor, eh ben, on contient énormément l'attaque d'Indianapolis tout court. C'est également la C'est la MVP curse de 2025. C'est la MVP curse de 2025, avant même qu'il ait le titre. C'est la 2e semaine de suite que l'attaque affiche moins de 300 yards. Il va falloir trouver un moyen de relancer justement cette offense, qui était la première en scoring de la ligue, en attendant que Daniel Jones. Et au passage, d'ailleurs, ce duel, c'était la première scoring offense contre première scoring defense de la ligue. C'est quelque chose qu'on n'a pas suffisamment souligné, mais c'était un choc intéressant, au moins sur ce point-là. Comme quoi les défenses ont toujours raison. Mon cher Vince, est-ce que finalement le point de bascule de la saison des Colts, ça n'a pas été justement ce match de la semaine dernière contre les Chiefs de Kansas City, où comme l'a rappelé Seb, ils mènent de plus de 10 points. Il y a la défaite, derrière il y a cette défaite contre Houston. Est-ce que finalement, quand on va regarder dans le rétro à la fin de la saison, on va pas se dire c'est peut-être là qu'ils ont tout perdu? Alors je ne leur souhaite pas, très franchement, parce que je trouve que le niveau de jeu affiché en début de saison et jusqu'à maintenant était quand même
vraiment bon et ils mériteraient, sur les 10 premiers matchs, ils méritent largement leur place en play-off. Après, il va leur falloir la finir cette saison. Le point de bascule, ça n'est pas que le match des Chiefs, mais c'est aussi ce match-là. Mais le match de hier peut en être un, clairement, parce que là, ils vont avoir un peu la tête qui gratte à force de se chercher les poux un peu et de voir un peu ce qu'ils peuvent faire mieux. Parce que là, il va vraiment falloir se poser les bonnes questions. Comment on peut arriver à passer autant au travers? Parce que moi, je trouve qu'ils sont passés au travers de leur match hier. Alors, encore une fois, il ne faut pas dénigrer la défense de Houston, pardon, qui a fait une très très bonne saison jusque-là et qui est très 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 forte. On l'a dit et on l'a répété. Le pass rush est absolument dominant et c'est vraiment un très très bon, très très bonne chose pour les Texans. Mais oui, un peu décevant. Alors, je pense que Jonathan Taylor n'est plus une surprise et donc est extrêmement regardé, checké, contrôlé par les défenses adverses. Le briefing, à mon avis, quand tu joues contre les Colts, comme l'a dit Seb, c'est regarder ce qu'il fait, une compilation des rushs de Jonathan Taylor et des schémas de bloc qu'il a pour ses courses. Et en fait, on arrive à le contrôler un peu plus. Euh, le plus gros sujet pour le moment pour les Colts, c'est que quand Jonathan Taylor est un peu moins bien, Daniel Jones n'arrive pas à prendre le relais derrière pour que la passe soit le débloqueur de la course. Pour le moment, et depuis le début de la saison, c'est la course qui permet de débloquer la passe, mais l'inverse n'a pas été complètement vrai. Donc, c'est un problème. Il va falloir se régler, il va falloir se retrouver. Du côté de Houston, la victoire, elle est belle, elle est à prendre, elle est vraiment importante. CJ Stroud fait un très bon match, malgré son interception. Il ne lance pas de TD, mais il fait vraiment un très très bon match avec 276 yards en 22 sur 35. Et il trouve beaucoup de receveurs différents, donc 3 receveurs avec plus de 5 réceptions ou plus. Nico Collins, Jaden Higgins et Dalton Schultz. Mais je trouve que il n'y a pas de cette équipe de Houston, pardon, est en train de finir sa saison beaucoup plus fort que ce qu'elle ne l'a commencé, et c'est des dynamiques complètement inverses par rapport à ces Colts. Donc ça va être très intéressant à voir. Les Texans qui ont un match capital à jouer dès la semaine prochaine, puisqu'ils vont chez les Chiefs. Ouais, et alors c'est capital pour les deux équipes. Ah oui, Tant qu'on est en train de parler des Colts, je salue Ryder qui est avec nous dans le Discord communautaire, qui fait partie de nos followers très actifs, et je salue aussi Edo, un fan des Colts, qui nous écoute toutes les semaines. Voilà, Alors, ça c'est puisque tu parles du Discord communautaire, j'ai bien noté tous vos petits messages que vous m'envoyez ou que vous envoyez à Flav, hein, parlant de mes petites inventions de problème noms. de diction. Et je vous jure et je vous promets que ce n'est pas fait exprès, c'est juste le talent s'il s'exprime de manière naturelle chez moi et pour votre plus grand bonheur, forcément. D'ailleurs, il faut absolument noter, là, puisque tu en parles, et je crois que c'est important, parle des Colts. Tu pars dans les stats. Alors, je suis désolé. Oui. Nul, hein, ce joueur Tillman. Chez les nul, on se demande à quoi il est payé. Moi, je ne vois même pas son nom sur nul. J'avais anticipé un trade qui n'est pas venu. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est ainsi. Les amis, j'ai une question. Tiens, justement, en parlant du Discord communautaire, encore une fois, si vous voulez le rejoindre, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Je vous enverrai le lien, il n'y a aucun problème. Musashi, notre fan des Jets, nous demande est-ce qu'on pense une surprise possible pour le Super Bowl, genre Panthers, Jaguars, éventuellement Cowboys, qui pourrait aller jusqu'au Super Bowl. Est-ce que vous voyez un truc classique du genre Chiefs Rams, ou est-ce que on va avoir une surprise abyssale cette année, une des deux équipes au moins que personne n'avait vu venir? Alors, je pense que dans ce qu'il dit, il doit exclure les équipes qui sont vraiment au top en ce moment. Oui, Parce que il a exclu les Patriots, par exemple. Patriots, Broncos, est-ce que ça serait une surprise vu la saison qu'il y a? Broncos, ils étaient en playoff l'an dernier, donc bon, ce serait moins surprenant.
Oui, mais les voir en Oui, haut, non, c'est mais pas clairement, ils sont toujours pas favoris. Ils étaient pas enfin, voilà. favoris pour l'être. Non, ça, Mais c'est pas une surprise abyssale. Tu vas voir les Panthers au Super Bowl. alors, non, moi j'y crois pas. Les Colts, j'y crois pas non plus. Et les Jags, j'y crois pas non plus. Il y a. Wake, dans sa mesure légendaire, nous a dit que les Jags étaient la pire fraude intersidérale de cette année. Oui, mais ça c'est du wake. Mais non, j'y crois pas parce que. Mais encore une fois, il faut y aller step by step. Il faut progresser. En début de saison, on l'avait dit, Trevor Lawrence, il avait beaucoup de choses à prouver, notamment à se prouver à lui. Mais là, il fait enfin une bonne saison. Et les Jags sont en bonne position. Tant mieux pour lui, tant mieux pour eux. Ne grillons pas les étapes. Il faut y aller progressivement. Déjà qu'il fasse un match de playoff et ce sera très bien. Mon Seb, tu vois une surprise Je vais dingue. apporter mon soutien à Musashi, à Musashi qui est fan des Jets. Hein. Je des cellules de soutien psychologique. Faut surtout pas qu'il hésite à les consulter parce que je comprends ce que ça peut faire. Après, plus sérieusement, alors c'est toujours compliqué puisque les playoffs c'est un match sec et tu peux te dire sur un match tout peut se produire. Mais ces équipes-là, pour accrocher leur place, alors on va dire, allez, on va regarder la course au playoff, on va dire les équipes qui seraient un peu en dessous, tu vois, Houston, Dallas, voilà, on a parlé des Panthers. Pour accrocher leur place, il va falloir qu'ils cravachent sérieusement, très très sérieusement, et il est évident qu'ils ne bénéficieront pas du first seed et donc pas de la semaine de repos avant les phases finales. C'est un coup à laisser pas mal de gomme sur le tarmac au moment où il va falloir attaquer les playoffs. Donc ça me semble compliqué, ça me semble vraiment aller jusqu'au bout, aller jusqu'en finale. La marche me semble un petit peu autre. Après, si parmi ces équipes, il y en a qui sont en train de construire quelque chose et que la saison prochaine ou dans les 2 saisons à venir, on peut avoir un développement intéressant. Moi, je regarde du côté de Carolina, je me dis, c'est pas impossible parce qu'il y a un noyau de joueurs qui est jeune. Il leur manque peut-être un tight, tu vois, il leur manque peut-être un pass rusher en défense, tu vois, quelque chose comme ça. Là, je serais Vous un avez petit peu Brian plus Burns. enthousiaste. Pour moi, la plus grosse des surprises potentielles au Super Bowl, actuellement, vu ce qui se passe, c'est les Bears. Vous voulez ma hot take? Oula. Est-ce que vous voulez ma prédiction audacieuse La défense des Bengals avec l'attaque des Texans qui va au Super Bowl. Non. Le vainqueur, écoutez bien, hein, branchez-vous, montez le son, et vous aurez tout loisir après le premier tour de playoff de me le sortir, voire peut-être même après la semaine 18, parce que ça se trouve aucune des 2 équipes ne sera qualifiée. Mais je vous dis que le vainqueur du match Kansas City-Houston ira au Super Bowl. Le vainqueur de la semaine prochaine entre Kansas City et Houston va au Super Bowl. Ouais. Je prends des risques. Hein. Audacieux. Kansas City, audacieux. Le match de Noël, Noël, la prise de le match de Noël. Ouais, mais le match de Noël de Kansas City sera très chaud. Hein, je vous dis que celui qui s'en sort dans ce combat-là, eh ben vous allez voir que parce que les Texans qui arrivent lancés comme des avions de chasse, moi je m'en méfie hein, quand même de parce que les Texans, oui. On sait que les défenses ça fait gagner des titres et eux ils en ont une sacrément bonne hein, quand même. Donc attention. D'ailleurs, écoute, je garde dans un coin d'esprit ce que tu viens de dire. Mais voilà, non mais parce que ça se trouve aucune des 2 équipes en semaine 18 ne sera qualifiée en play-off. C'est possible aussi, mais la tech est intéressante. Il faudra en parler de ça aussi. Hein. Les défenses font gagner des titres, mais les deux first seed actuels, maintenant à l'heure où on parle, c'est les Bears et les Broncos qui sont 2 grosses défenses. Ouais, les Bears, ils ont aussi la 2e meilleure attaque au sol. Oui, mais ok, mais ça reste une défense quand même élite et les Broncos aussi. Donc oui, la construction par la défense c'est très important. Puis, de toute façon, on sait que ce qui fait gagner les titres, c'est Eli Manning. Donc, bon. Oui. Ça, c'est évident. Vos coups
cœur et vos coups de griffe. Moi, j'ai 2 coups de cœur, mais je vais les faire à la fin. Vas-y, mon Vince, un coup de cœur, un coup de griffe. Je vais parler de coup de cœur pour les 2 réceptions pour moi que j'ai vues. J'en ai déjà largement parlé avec Tu peux Nakoa. rajouter Brock Bowers. Tu pas vu celle de Brock Bowers? Si, voilà, alors je vais être honnête avec toi. Hier, pendant le red zone, je me le suis noté, j'ai perdu le papier sur lequel je me le suis noté, mais je savais qu'il y avait une 3e réception qui était folle et j'avais oublié que c'était Bowers. Effectivement, tu as Complètement dans les chaussettes. Ah ouais, incroyable. La réception de Bowers aussi, mais je voulais aussi parler de celle de Burks. Pour moi, Burks Nacua un cran au-dessus de celle de Bowers, mais alors celle de Burks aussi, il saute à une hauteur, il est à un niveau, à une main, c'est Ça me rappelle fabuleux. celle de Garrett Wilson l'an dernier avec Aaron Rodgers. Moi, je trouve qu'encore mieux. Moi, je trouve qu'encore plus C'est- belle. Il a la pression du défenseur. C'est impressionnant. Et c'est pour un TD. C'est vraiment superbe. Les pieds qui touchent bien comme il faut. Non, c'est vraiment très, très, très bon. On a vu des très bonnes choses, du très, très gros football, très bonne qualité technique qu'on a vu hier. Ça, c'était vraiment super bon. Mon Seb qui va nous parler de Shudder Sanders. Non, je vais pas parler de Shedder Sanders pour une fois. Non, mais je vais parler justement pour faire plaisir à Vince, c'est pas seulement justement des Broncos qui peuvent croire au first seed après leur victoire 24-26 sur Washington. C'est leur 8e victoire par 8 points 27-26. ou moins. 27-26, pardon. C'est leur 8e victoire par 8 points ou moins. Alors, faut faire attention aux errances en attaque. On en a parlé en off. Il y a quand même 3 punts et une interception dans le bilan, dans le 4e quart-temps. Attention au plaquage relâché également, malgré la bonne défense. Et au passage, cette défense, elle est sur le rythme pour battre le record de sacs de la Ligue, qui est détenu par les Bears de Chicago. 72 sacs réalisés en 1984. Nos amis des Broncos en étaient à 49 avant ce match. Ils sont tout juste sur le rythme, nous dit ESPN. Et ben moi j'ai deux coups de cœur. Le premier, alors vous allez voir, c'est très démago, mais je tenais à le dire quand même. C'est pour nos followers, le premier coup de cœur, parce que ils ont été très très nombreux, quasiment 2 fois plus que l'an dernier à la même période, à suivre le live Thanksgiving de jeudi. Et donc ça nous fait très très plaisir parce qu'on reçoit aussi, alors j'essaye de les transmettre le plus possible à Seb, à Vince, à Yaya. On reçoit beaucoup de messages, alors souvent humoristiques, mais beaucoup de messages pour nous remercier du podcast. Sauf qu'en fait, dans les faits, ce serait plutôt à nous de les remercier. Donc voilà, un grand merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. Tu as raison, et et aussi à tes remerciements d'ailleurs. Voilà. Et on apprécie les remerciements, oui, mais le jeudi, voilà, vous avez été très très nombreux, ça a été vraiment très animé dans le chat jusqu'à 2h du matin, on a vécu Cowboys Chiefs ensemble, on a vraiment passé un très très bon moment, donc encore merci à vous tous. Et le deuxième petit coup de cœur, c'est pour mes Saints, et notamment pour le coup de pied de Charlie Smith, l'onside kick réussi. Alors franchement, le coup de pied est absolument magnifique. Autant tu vois des onside kicks qui sont moisis des fois, autant celui-là. Alors déjà la manière dont il place le ballon est dingue. Et alors là tu vois tout son passé de footballeur, hein, le garçon. Je peux te dire qu'il a fait du football gaélique, Charlie Smith. Et ben ça se voit. Là, vous voyez, comme quoi, des fois, avoir un kicker qui a joué au foot, ça peut servir parce que franchement, il est donné parfaitement sur la ligne des 10 yards. Enfin, c'est juste ce qu'il faut pour réussir un onside kick qui a été réussi. Bon, derrière, ça s'est pas passé tout à fait comme prévu sur la dernière offensive, mais n'empêche qu'il a donné une vraie chance à son équipe de pouvoir aller gagner. Et donc, un grand bravo à lui qui vient d'arriver dans l'équipe, qui vient d'être élevé du practice squad. Dans la semaine, c'était son premier match en NFL. Donc voilà, déjà il s'est illustré, notre ami Charlie Smith. On récapitule les résultats de cette 13e semaine de NFL qui avait donc commencé jeudi avec plusieurs matchs puisque c'était le traditionnel Thanksgiving. Les Packers avaient battu les Lions 31-24, les Cowboys avaient battu les Chiefs 31-28. On n'a pas parlé de ce match-là, mais les Chiefs qui sont quand même en danger, hein. 6 victoires, 6 défaites. Là, si vous voulez jouer
D'ailleurs, il y a un article qui va sortir là-dessus demain. Si vous voulez jouer la cote des Chiefs vainqueurs du Super Bowl, elle est quasiment à 17 en ce moment sur les bookmakers français. Donc n'hésitez pas, si vous avez si vous avez 10 € à mettre sur les Chiefs, c'est le moment ou jamais. C'est maintenant. Ou 10 € à perdre, ça c'est comme vous voulez, mais enfin on verra bien. Les Bengals 32-14 la victoire face aux Ravens, et les Bears qui s'imposent 24-15 face aux Eagles, on en a parlé. Les 49ers de notre Seb qui s'impose 26-8 face aux Browns. On nous avait annoncé un match sous la neige, il a fait super beau. Bon, voilà, il faisait froid, mais il faisait beau. C'est déjà ça de prix. Les Jaguars qui s'imposent 25-3 face aux Titans. Bah, les comme Texans avec les qui Browns, battent les c'est Colts. n'importe quoi. Voilà, les Texans qui battent les Colts 20-16, les Dolphins qui battent les Saints 21-17. Les Jets qui vont chercher leur 3e victoire de la saison face aux Falcons 27-24. Les Panthers qui s'imposent 31-28. Les Buccaneers qui gagnent 20-17. Ça n'a pas été si facile que ça pour Tampa Bay. 20-17 face aux Cardinals. Les Seahawks qui ne font qu'une bouchée des pauvres Vikings 26-0. Les Chargers qui gagnent 31-14 contre les Raiders. Les Bills qui s'imposent 26-7 face aux Steelers. Et les Broncos qui gagnent après prolongation 27-26 face aux Commanders. Il reste un dernier match entre les Giants et les Patriots. C'est chez les Patriots, c'est à Foxborough. Ce sera dans la nuit de lundi à mardi et ça rappellera bien évidemment des souvenirs d'Eli Manning gagnant le Super Bowl contre Tom Brady à un certain Yaya. Ça lui fera plaisir de revivre ces jeunes années. Nous, pour les prochains rendez-vous, on se retrouve jeudi en podcast pour parler du First Seed et on se retrouve jeudi soir en live pour le Tailgate Talk. Vous savez, c'est cette nouvelle émission sur Twitch et sur YouTube où on va pouvoir parler de toute l'actualité de la NFL. Je serai sans doute avec Bertrand, peut-être avec Steph aussi, qui viendra nous parler un petit peu de toute l'actualité. Et vous, dans le chat, qui pourrez choisir les sujets dont nous allons parler et débattre ce jeudi soir à 21h30 sur Twitch et sur YouTube. C'est votre nouveau rendez-vous NFL. N'hésitez pas aussi à aller lire les articles fantasy sur le site. On a des analyses paris sportifs magnifiquement rédigées. Et on a également les podcasts NBA, les podcasts MLB, bref, les podcasts NCAA. Il y a tout sur The Playoff. Voilà, il y a absolument tout. Il me reste juste à remercier mon Seb et mon Vince, à vous remercier vous tous de nous avoir une nouvelle fois écoutés. Et on se dit à très vite sur The Playoff. Salut tout le monde.